Bonjour et bienvenue sur le podcast New Woman Boss. Je suis Fatima et je vous invite chaque semaine à découvrir le portrait d'une femme entrepreneur. L'objectif, mettre en lumière des rôles modèles de femmes pour parler business, stratégie, produits et digital afin de vous faire bénéficier de leurs conseils et vous aider à avancer dans votre projet. Le but, vous inspirer, vous motiver et vous donner des idées. Cette semaine, je reçois Jeanne Claes, la voix derrière le podcast Basilic Podcast. J'ai eu un coup de cœur pour son podcast consacré à l'écologie et aux initiatives positives. On y découvre de très belles interviews de personnes passionnées et qui, à travers leurs projets, souhaitent avoir un impact à leur échelle sur l'environnement. Des invités que Jeanne choisit judicieusement, elle qui a réussi à combiner deux sujets qui la passionnent, le podcast et l'environnement. Jeanne a lancé son podcast en 2017, a enregistré plus d'une centaine d'interviews et a des centaines de milliers d'écoutes. Le podcast est devenu pour elle un travail à plein temps sur un média en plein essor. En 2020, 12 millions de Français écoutent des podcasts natifs et des replays radio tous les mois. Le nombre de personnes écoutant des podcasts natifs a progressé de 48% et un auditeur écoute en moyenne 4 podcasts par mois. Malgré ces données encourageantes, le modèle économique est encore à déterminer. Alors comment réussir à en vivre? C'est la question que j'ai posée à mon invitée Jeanne pour savoir comment cette passionnée de podcast a réussi à mettre en place des moyens de monétisation. Dans cet épisode, Jeanne nous confie les différents moyens qu'elle a mis en place sans pour autant sacrifier l'âme de son podcast. On parle de publicité, comment bien choisir ses sponsors, combien coûte une annonce publicitaire, doit-on avoir un certain nombre d'auditeurs pour réussir à monétiser, doit-on faire payer ses auditeurs? Elle nous donne aussi ses conseils pour promouvoir son podcast. On parle aussi de Basilic Studio, une formation que Jeanne a mis en place pour ceux qui souhaitent lancer leur podcast. Elle propose à la vente ses compétences et son savoir dans ce domaine. Jeanne a également lancé Basilic Lab, une agence de production de podcasts pour des marques qui souhaitent lancer leurs propres médias. Autant de manières de monétiser et de vivre de sa passion. Un échange passionnant sur un média sur lequel les femmes sont pour une fois très bien représentées. Mais avant de laisser place à Jeanne, merci de prendre une toute petite minute pour noter et commenter le podcast sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Cela aide beaucoup pour la visibilité du podcast. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Jeanne. Salut Fatima. Tu vas bien? Ça va très bien et toi? Ça va, merci. Merci de m'avoir accordé du temps pour cette interview. Je t'en prie, ça a été un peu chaotique, changement de café, etc. On croise les doigts pour que cette fois-ci soit la bonne. Ouais, on croise les doigts. Bon, Jeanne, je vais te demander de te présenter pour celles qui ne te connaissent pas et qui écoutent le podcast. Bien sûr, alors je m'appelle Jeanne Claes, j'ai 31 ans, je suis la maman d'un petit garçon qui a 2 ans et demi. Et il y a 4 ans, j'ai créé le podcast Basilic, qui était le premier podcast français indépendant consacré à l'écologie et aux initiatives positives. Et depuis, je n'ai pas arrêté de créer des épisodes pour ce podcast, qui est mon bébé. Et j'en suis à 114 ou 115 épisodes diffusés, sans compter les hors-séries. Donc voilà, c'est un média que j'adore et c'est aujourd'hui mon activité à plein temps. D'accord. Et à quel moment tu as eu l'idée de lancer Basilic Podcast? Alors j'ai eu l'idée en 2017. En 2016, avec mon compagnon, on a changé de vie, on a quitté nos emplois à Paris et on a décidé d'aller s'installer à Hong Kong. Donc on est parti sans boulot à l'aventure et puis on a trouvé du boulot là-bas, etc. Et en fait j'ai très vite, je me suis rendu compte que ça allait être compliqué d'écouter la radio parce qu'avec le décalage horaire, les programmes matchaient pas forcément. Et donc j'ai découvert d'abord les podcasts replay de radio et j'ai découvert les podcasts natifs. Mais si je suis tout à fait honnête, je connaissais déjà des podcasts natifs avant. Mais j'avais pas conscience que c'était un podcast natif, mais j'écoutais un podcast d'un jeune Français qui vit à Singapour, qui s'appelle Romain Lazarotto. Et en 2015 déjà, même 2014, j'écoutais son podcast qui s'appelle Sur les routes de l'Asie. Moi, je suis une grande amoureuse de l'Asie. J'ai fait un stage en Thaïlande, j'ai vécu à Hong Kong. J'adore l'Asie et j'écoutais son podcast en fait, même bien avant, tu vois. Donc quand j'y pense là, je me dis mais en fait, j'écoutais déjà des podcasts natifs
Sans le savoir. On savait pas que ça s'appelait podcast natif non plus. Ouais. Bref, et voilà, et j'ai découvert les podcasts et je me suis dit que c'était un super format, que ça permettait vraiment d'approfondir les sujets aussi, d'avoir un échange assez long. Et ça m'a intéressée. Je me suis dit qu'il fallait qu'on parle d'écologie dans le monde du podcast parce qu'on en parlait trop peu dans les médias et dans la vie en général. Oui, parce qu'il faut rappeler donc que le podcast que tu as lancé, c'est un podcast sur l'environnement. Tu peux nous en dire plus, justement ? Bien sûr, l'idée, c'est de donner la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain différemment. Celles et ceux qui ont envie d'un monde différent, d'un monde innovant, d'un monde résilient aussi, quelque part, parce que il faudra passer par une certaine résilience pour arriver aux échéances qui nous ont été fixées par les différentes conventions, COP, etc. Et voilà, j'avais envie de leur donner la parole. J'avais aussi envie de montrer qu'on pouvait être écolo sans être rabat-joie, qu'on pouvait être écolo et s'habiller d'une façon tout à fait normale, qu'on pouvait être écolo et sympa. Enfin, voilà, moi j'ai grandi dans un milieu très écolo, très militant, mais trop en fait, trop marginal. Ah oui. Et c'était, alors j'en ai pas souffert, je vais pas non plus m'inventer une vie en disant que j'en ai souffert, c'est pas le cas. Mais je sentais que c'était différent des autres. D'accord. Et pourquoi j'avais tu dis envie de trop montrer... Dans quel sens c'était trop C'était trop extrême, trop militant. Toutes les luttes étaient peut-être un peu mélangées. T'étais écolo, donc t'étais aussi anti-vax. T'étais anti-vax, donc t'étais anti-nucléaire. Enfin, voilà, d'accord. Tu vois, bon, c'était il y a 30 ans aussi. Hein, c'est pas tout à fait le même discours aujourd'hui, mais c'était peut-être un mélange des luttes et des combats. Et moi, c'était pas l'écologie que j'avais envie de mettre en avant. Si j'ai retiré quelque chose de mon éducation, c'est qu'effectivement, il faut adopter un mode de vie plus écolo, plus résilient. Mais pour autant, j'ai jamais eu l'impression de devoir faire des concessions, tu vois. Et je voulais vraiment partager tout ça. Et je voulais partager aussi cette positivité qui entourait le monde de l'écologie. Et en tout cas, partager le prisme avec lequel moi, je voyais l'écologie. Alors, je sais que c'est ma vision, que c'est différent de la vision de plein d'autres gens. Mais je m'en fiche, c'est mon podcast. Ouais. Mais en plus, c'est des très belles interviews parce qu'il faut rappeler, donc tu interviews des personnes justement qui, à leur échelle, ont un impact sur l'environnement écologique. Tout à fait. Qui produisent des produits qui sont, on va dire sains. Et comment t'as démarré cette aventure du podcast en fait ? C'était quoi tes premières interviews ? Comment t'as trouvé le nom ? Comment ça a démarré ? Alors les débuts de Basilic, c'était les premières personnes que j'ai contactées, c'est des gens dont j'avais entendu parler par mon ancien boulot. Je travaillais chez l'Amazona au tout début de l'Amazona, qui est une entreprise de cosmétiques zéro déchet. Et au tout début, je travaillais pour Laetitia, qui est une amie. J'étais en stage, puis j'ai été embauchée et j'ai rompu mon contrat pour aller vivre à Hong Kong et parce que j'avais besoin d'un nouveau souffle dans ma vie. Mais j'adore cette entreprise et par ces quelques mois d'expérience au sein de l'Amazona, j'ai rencontré des gens. Alors, je ne les ai pas rencontrés physiquement, mais j'ai entendu parler de projets innovants, de parler de projets différents. Et c'est comme ça, en fait, que je les ai contactés. Donc, ma toute première invitée, c'était Sabrina Grasso, une ancienne graphiste qui s'est lancée à plein temps sur la confection de sacs et pochettes vrac, sacs à baguettes, etc. Donc vraiment axé zéro déchet. Aujourd'hui, elle a revendu son entreprise et elle s'est consacrée à un nouveau projet, mais elle a quand même eu son entreprise pendant 5 ou 6 ans, ça a très bien marché. Et voilà, et j'avais envie de montrer qu'en fait, Sabrina, à l'époque, elle était toute seule dans un atelier partagé. Et elle s'adonnait à sa passion et à son envie de changer le monde à son échelle. Et c'était ça, moi, qui me faisait vibrer. Après, j'ai reçu ma deuxième invitée, c'était Asma Hamouti, qui est une influenceuse green, qui à l'époque avait créé l'association Les Naturalistas et elles organisaient des rencontres un peu partout en France. Voilà, enfin, tu vois, c'était des gens du quotidien, en fait. C'était sans prétention. C'est toujours sans prétention, le podcast. Mais j'avais pas envie d'aller à la recherche des célébrités, etc. Alors, ça veut pas dire qu'il y a pas de célébrités qui passent au micro. Pourquoi pas? Mais c'est pas mon but. Oui. Mon but, c'est de montrer que on peut tous être écolo à notre échelle, que c'est pas un truc de riche, que c'est pas un truc de bobo et que ça peut juste se faire différemment, voilà, de ce qu'on en a fait aujourd'hui, c'est-à-dire avant tout un business lucratif. Oui.
C'est clair, ouais, c'est devenu un peu une formule qu'utilisent beaucoup de marques pour pouvoir vendre aujourd'hui. Ils se cachent derrière ça, on va dire, pour faire plus de business. Et avec Basilic, il y avait aussi cette volonté de déjouer le greenwashing et je fais très très attention aux invités que je reçois au micro. Je fais toujours des enquêtes, des recherches sur ce qu'ils proposent pour m'assurer que... Alors, l'idée, c'est pas d'avoir des invités parfaits, parce que l'écolo parfait, il n'existe pas. Si vous l'avez rencontré, je veux bien que vous me le présentiez, mais je ne pense pas qu'il existe. Non, je pense pas. Et puis bon, plus largement, qu'est-ce que la perfection? Nul ne sait, donc on va pas se lancer dans ce genre de débat, mais l'idée, c'était plutôt d'avoir cette vision-là, en fait, et d'essayer d'apporter quelque chose de nouveau. Mais pour revenir à la jeunesse de Basilic, c'était vraiment très modeste. J'ai acheté des micros sur Internet, je savais à peine les brancher sur mon ordi, j'ai passé des nuits à me casser la tête et à m'arracher les cheveux pour comprendre comment faire du montage. Ouais. Il y avait des ressources à ce moment-là, en 2017, ou pas du tout? Il n'y avait rien sur Internet? C'était encore ressources? Non, il n'y avait pas de ressources. Donc, tu as appris sur le tas, on va dire. J'ai appris sur le tas, j'ai regardé des vidéos. C'était à l'époque, c'était pas des vidéos pour le podcast, c'était des vidéos pour monter des voix off pour des jeux vidéo ou ce genre de choses, tu sais, du gaming et tout. Ouais. Bon, j'ai appris avec des gamers, c'était bien. Mais non, j'avais pas trouvé... En fait, je suivais aussi beaucoup de podcasts américains et anglo-saxons. Donc je me suis inspirée de ce qui se faisait, en avance mais là-dessus. Pour autant, il n'y avait pas encore de formation. J'aurais adoré, c'est pour ça que j'en ai créé une, j'aurais adoré avoir une formation qui m'apprenne tout. Ouais. J'aurais gagné un temps de fou et j'aurais eu plein d'autres idées pour développer Basilic. J'ai fait plein d'erreurs en développant Basilic. La première, je pense, de ne pas en parler jamais. J'en parlais jamais. Ah donc, oui, t'en parlais pas autour de toi? Jamais. Non, jamais. Et pourquoi? Parce que j'étais timide, parce que j'étais gênée, parce que j'avais peur que les gens comprennent pas. Et donc... j'en parlais vraiment jamais. Après, j'avais un peu des tics bizarres de podcasteuse. Je regardais jamais les stats non plus. Ouais. Mais peut-être que ça, finalement, c'était libérateur parce que je m'y suis jamais attachée. Et encore aujourd'hui, il peut se passer plusieurs semaines sans que j'aille voir mes stats, quoi. Je suis pas accrochée aux stats. Et je dis pas ça parce que ça fait bien, c'est sincère, c'est mon mec qui avait des accès, on peut lui demander, mais c'est lui qui avait les accès à mes codes d'accès pour regarder les stats de temps en temps, quoi, et me dire, ah bah là, ce mois-ci, c'était un peu mieux ou un peu moins bien. Ouais. Mais voilà, tu vois, j'ai découvert, je sais pas, mon podcast, il avait 1 an et demi quand j'ai découvert que tu pouvais voir là où les gens t'écoutaient dans le monde, tu vois. Ah oui, d'accord. Ouais, voilà. Donc toi t'es parti vraiment en faisant un podcast où t'avais envie d'échanger sur une thématique qui te plaît, quoi. Et je me disais, rencontrer des gens, c'était plus... C'était pour rencontrer les gens, c'était pour échanger, pour créer du lien, mais je me disais, mais s'il y a 3 personnes ou 30 qui écoutent, ce sera déjà un truc de malade, quoi. Ouais. T'en as beaucoup plus, hein. Ouais, il y en a 10 000 fois plus. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, justement, nous expliquer comment tu prépares un épisode, comment tu choisis ton invité? Ouais, excellente question. Alors, le choix de l'invité, c'est un travail de veille quotidienne. Ouais. Tous les jours, si je lis un article dans la presse et que je me dis, ah, ça, ce sujet, c'est intéressant, faut que je trouve des invités. Ou je vois un post LinkedIn et ça réfère à un projet sympa, hop, je note. J'ai tout le temps un carnet sur moi dans mon sac où je note des invités sur mon téléphone aussi, sur des papiers dans mon sac, enfin partout. Parce que c'est un travail de veille. Et alors, je les interviewerai sûrement pas tous. Mais ça fait partie de mon rôle en tant que hôte et podcasteuse, tu vois. C'est vraiment, selon moi, une des missions. Et c'est aussi de garder un spectre assez large. Parce que j'en parle souvent avec un copain qui a un podcast qui s'appelle Maxime, qui a un podcast qui s'appelle Green Letter Club, mais il y a un effet un peu moutonnier dans le podcast. On va avoir tel invité et on va le retrouver sur tous les autres podcasts, mais parce qu'il y a plein d'autres podcasts écolos qui existent maintenant, et tant mieux. Mais moi, avoir le même invité que tout le monde à chaque fois, c'est pas hyper intéressant. J'aime bien aussi, ou alors sur un autre angle, mais si t'as le même angle, etc., t'apportes rien de nouveau. Donc voilà, j'aime bien avoir des invités un peu assez éclectiques. Et après, une fois que j'ai repéré mon invité, bah tu vois, là par exemple, demain, j'enregistre un épisode sur le colonialisme vert avec une organisation internationale qui travaille avec les peuples autochtones. Moi, personnellement, c'est un sujet qui me passionne et c'est un sujet auquel j'aurais jamais pensé en créant Basilic il y a 4 ans. J'étais pas du tout ouverte à ces sujets-là, même l'écologie décoloniale, même
même il y a plein de sujets sur lesquels j'étais encore très naïve en fait. Et créer le podcast, ça m'a ouverte aussi le champ de mes réflexions et le champ des possibles, tu vois. Donc pour ça que je trouve que c'est un super média et que tout le monde, enfin pas tout le monde, mais tous les gens qui ont envie de se lancer devraient se lancer, quoi. Ouais. Et après, la phase de préparation, elle est assez longue parce qu'il faut quand même faire des recherches sur l'invité, des questions, préparer. Moi, je prépare toujours quand même beaucoup. J'aime pas les interviews. Si j'ai pas été assez préparée, je suis stressée, etc. Donc, je prépare beaucoup. J'envoie pas forcément les questions en amont aux invités, sauf s'ils me le demandent. Mais je préfère ne pas les envoyer. Oui. Parce que quand tu les envoies... l'invité, il se prépare, mine de rien. Et... Oui, ça fait moins spontané après. Ouais, il y a une réflexion. Alors, je peux envoyer, par exemple, si je vais demander des références, ce genre de choses, des lectures, des documentaires. C'est sympa d'avoir le temps d'y réfléchir pour pas être pris au dépourvu. Ouais. Mais voilà, je le prépare comme ça, en fait, assez simplement. C'est pas du jour au lendemain. C'est vraiment un travail qui va mûrir. Si l'invité a écrit un bouquin, je vais quand même essayer de lire le bouquin, c'est mieux. Ouais. Enfin, voilà, tu vois. Donc, ça prend du temps. Donc, en général, il se passe quand même plusieurs semaines entre le moment où je contacte l'invité et le moment où on enregistre vraiment l'interview, quoi. Oui, d'ailleurs, pourquoi le podcast aujourd'hui? Pour toi, quelle est la valeur de ce média? Pourquoi pas un blog? Pourquoi t'as lancé un podcast? Alors déjà, l'avantage, on va dire, du podcast par rapport aux autres médias pour les gens qui... Parce que je ne sais pas écrire. Plus que ça. Enfin, c'est pas que je ne sais pas écrire. J'ai quand même fait 5 ans de droit, donc j'ai écrit beaucoup, mais je me sentais moins à l'aise. Et ce que j'aime avec le podcast, c'est les émotions. Tu peux pas tricher avec l'émotion de ta voix. C'est impossible. C'est vrai. À l'écrit, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis moi, je voulais donner la parole aux autres. Retranscrire le projet de quelqu'un à l'écrit, ça aurait été aussi regarder son projet avec mon œil, avec mon prisme. Et c'était aussi finalement un peu dénaturer son projet, ou en tout cas le présenter d'une façon différente. Et je voulais vraiment que ce soit sincère, brut, tu vois, très raw, comme ils disent en anglais, quoi, vraiment cru presque. Ouais. Et je trouvais qu'avec l'écrit, ça aurait été... Ouais. Ça passe pas pareil. Ça aurait pas été pareil, tu vois. Après, quand j'ai dit à mon mec, je vais créer un podcast, déjà, il m'a fait des yeux, genre, mais de quoi tu me parles? Et au-delà de ça, il m'a dit, mais tu détestes ta voix, comment tu vas faire? Parce que ma voix, ça a été un complexe toute ma vie. Quand j'étais petite, on croyait tout le temps que j'étais un garçon parce que j'ai la voix super grave. Et vraiment, ça m'est arrivé des dizaines de fois que j'appelle quelqu'un avec le téléphone et qu'on me dise bonjour, non, mon petit, ou tu vois. Ah oui, d'accord. Et comment tu t'appelles? Jeanne? Ah oui, d'accord, Jean. Non, Jeanne, en fait. Et voilà, d'accord. Et donc ça a été un complexe dont je me suis détachée finalement parce qu'il n'y a pas de problème. Moi, c'est pareil, c'est un gros complexe la voix. Non, donc, mais personne n'aime sa voix en fait. Donc, oui, après c'est ce que je me suis dit. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui apprécie sa voix. Donc une fois que tu fais un peu l'impasse là-dessus, ça se passe bien. Voilà. Ok, et donc du coup ça fait 4 ans aujourd'hui. Je crois que tu es arrivé à 114 épisodes. Et en 4 ans, donc tu as développé Basilic Studio. Oui. Et Basilic Lab. Tout à fait. Je veux bien qu'on commence par parler du Basilic Studio. Ouais. Tu peux nous en dire plus ce que c'est? Carrément. Alors en fait, j'ai créé Basilic Studio parce que donc on est rentré d'Asie en 2020. On a été confinés, comme les auditeurs et les auditrices le savent très bien. Et s'est posé la question pour moi en septembre lorsque mon fils est rentré chez une assistante maternelle et qu'il n'était plus avec moi H24, de me dire, ok, Basilic aujourd'hui, à l'époque, je ne sais plus combien de personnes écoutaient, mais c'était plusieurs dizaines de milliers. Donc Basilic est assez écouté, mais c'est pas non plus un très gros podcast, mais c'est quand même un podcast assez réputé dans son domaine d'activité. Mm-hmm. Qu'est-ce que je fais? Ça me prend 3 jours à peu près pour préparer, monter, faire les recherches, alimenter le site, les réseaux, etc. Qu'est-ce que je vais faire 2 jours par semaine? Ouais. Quel job je vais pouvoir trouver? Est-ce que ça va pas être une contrainte plus qu'autre chose? Je me suis dit, ok, écoute, t'es en France, tente-le, vois-le comme un signe, tu te lances à plein temps, tu verras bien ce que ça donne. C'est ce que j'ai fait. Et je voulais pas... Alors, je ne sais pas si tes auditeurs, si tu as déjà reçu des podcasteurs ou des podcasteuses, je ne sais pas si tes auditeurs et tes auditrices sont familiers et familières avec l'écosystème du podcast, mais le podcast, c'est encore très nouveau. Le modèle économique est à déterminer. Totalement, oui, on va très en parler. Très peu de podcasteurs qui en vivent aujourd'hui en France. Ouais. Et moi, je voulais pas
faire reposer uniquement mes revenus sur la monétisation de Basilic, c'est-à-dire accoler des pubs à Basilic. Pourquoi ? Parce que déjà, il aurait fallu que je fasse un volume d'audience beaucoup plus élevé pour m'assurer des revenus suffisants. Et parce que c'est compliqué quand tu es engagé de travailler avec des annonceurs. Alors, il faut juste rappeler par rapport à la monétisation, donc, parce que j'allais te poser des questions de toute façon dessus, mais là, tu en parles. Pour pouvoir monétiser déjà auprès de son podcast, avoir des publicités, il faut avoir un minimum d'auditeurs. Non, même pas. Je suis pas d'accord. Parce qu'on n'est pas... ce que j'ai toujours entendu, c'est qu'il y a minimum 1000 par mois pour pouvoir au moins... Viens chez Basilic Studio, on démonte toutes ces idées reçues. Non, alors, franchement, vraiment pas. D'accord, donc on peut très bien trouver facilement des... Alors, j'ai pas dit que c'était facile. Pas facilement, mais c'est faisable. Mais c'est faisable, d'accord. C'est faisable, et c'est pas du tout un critère, c'est pas du tout une contrainte d'avoir moins d'écoute. Au contraire. Vraiment pas. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'il faut avoir un podcast déjà qui est un peu existant, installé, etc. Et encore, même pas, j'ai plein de contre-exemples. Mais pour revenir à Basilic Studio, en fait, voilà, donc je voulais pas faire reposer tout sur la monétisation de mon podcast. J'avais peur de tomber dans une course à l'invité le plus populaire pour avoir le plus d'écoute, parce que les gens te disent, j'aime bien écouter des petits projets, mais au final, ce qu'ils aiment, c'est savoir pourquoi Marion Cotillard est écolo, ou Guillaume Canet, ou Cyril Dion, ou je ne sais qui. C'est pas du tout une critique, mais la fame, ça attire, quoi. Et j'avais pas envie de tomber là-dedans, parce que je me suis dit, mais c'est pas pour ça que t'as créé ton podcast, ce sera plus toi, en fait. Et donc, sauf que quand tu te retrouves comme ça, comment tu fais ? Tu te dis, bon, alors il va quand même falloir gagner des sous au bout d'un moment. Et donc, j'ai d'abord développé Basilic Lab, mais on y reviendra. Et en début 2021, je me suis dit, mais il y a plein de gens qui m'écrivent des messages toutes les semaines pour savoir comment monétiser leur podcast, comment le lancer, comment machin. Moi, j'aurais adoré avoir ces réponses quand j'ai créé mon podcast. J'aurais passé de meilleures nuits. Et je me suis dit, écoute, je vais proposer l'accompagnement à 2 personnes gratuitement. Donc, j'ai mis un petit mot sur Insta, sauf que j'ai reçu 40 réponses. Ah oui, pour 2 places. Pour 2 places. Et je me suis dit, bah non, en fait, c'est pas gratuitement qu'il faut le faire. Je vais faire payer, mais ils seront 6 ou 8, selon le nombre de personnes qui veulent participer. On va faire ça bien, à distance, pendant 3 mois, 1 semaine sur 2, et on va tout voir. De la technique à la monétisation, à la collaboration, cross-promo, tout, pour que quand tu as fini Basilic Studio, tu peux lancer ton podcast, clé en main, il n'y a pas de problème. D'accord. Bon, ça veut dire qu'il faut que tu pratiques un peu quand même la technique, parce qu'on n'a que 12 heures de formation, mais les gens ont accès à mon numéro de téléphone, à mon WhatsApp, on s'appelle, il y a des groupes qui sont créés ensemble, enfin c'est génial. Et voilà, et donc j'ai créé ça, et en fait ça faisait le lien entre tout ce que j'ai, je pense, toujours aimé dans ma vie, à savoir enseigner. À Hong Kong, j'enseignais le français. Ouais. À défaut d'avoir trouvé un boulot de juriste, j'enseignais le français. Et j'ai fait du soutien scolaire depuis que j'ai 15 ans. Enfin, tu vois, ça a toujours été une passion. Quand j'étais petite, je voulais être prof d'anglais. Enfin, voilà, donc enseigner sur le sujet, et le seul sujet qui m'intéresse, le podcast et l'écologie. D'accord. Donc du coup, là, tu avais trouvé un moyen de monétiser, de gagner ma vie. De gagner ta vie en donnant de la formation. Exactement. Par groupe. Ouais. Sur le podcast, comment on le monte, comment on le monétise. Tout. L'idée, c'est que à la fin de Basilic Studio, les podcasteurs et les podcasteuses qui ont suivi l'aventure n'aient plus une seule question, ou s'ils en ont, ils peuvent toujours me les poser, mais que ce soit limpide et qu'on ait balayé tous les sujets. Et en fait, ça me tenait vraiment à cœur. Et je me suis dit, bon, bah, écoute, s'il y a 40 personnes, sur ces 40, il y en aura peut-être 6 qui voudront s'inscrire. J'ai fait une première session, il y avait 6 personnes. Ouais. C'était complet le premier jour. Ton objectif était atteint, du coup. C'était parfait. Et après, j'ai continué. Et entre-temps, j'ai proposé ce format-là à une école d'entrepreneuses à Annecy en me disant, bah, t'as créé une formation, essaye de la proposer à Annecy. T'habites à Annecy, c'est quand même dommage. Avec qui j'ai aussi fait une formation. D'accord. Donc là, en 2021, il y a eu 4 formations, 2 à Annecy, 2 à distance. Plus de 30 personnes qui ont été formées au podcast. Et franchement, mais ça me met en joie. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Tu peux nous rappeler les tarifs de la formation pour Bien ceux sûr. qui sont intéressés? C'est 490 € pour 3 mois de formation. Donc 6 séances de 2 heures avec les replays si tu sautes, si tu peux pas être là, etc. Les replays. Mon WhatsApp ouvert tout le temps, les mails. Et puis l'idée, c'est aussi de vraiment comprendre et cerner les besoins de chacun. Donc c'est pas vraiment du coaching de groupe, mais je réponds aux problématiques de chacun. Donc on est là, elles étaient 9 sur la dernière. On a largement le temps de répondre aux questions de tout le monde. On prend le temps. Après, on se fait des visios que à 2 s'il faut. Enfin,
L'idée, c'est pas prise de tête, je suis pas là à calculer les heures, c'est pour le kiff. Le podcast, c'est une passion. Il faut que ce soit une passion pour les gens qui se lancent dans le podcast. Je le dis, la première session de Basic Studio, je dis, si vous n'êtes pas là par passion, prenez la porte et ça va pas le faire. Ça va pas fonctionner. Bah, ça tombe bien que tu dises ça parce que du coup, ça fait une transition vers la partie vraiment aussi podcast, les conseils que tu peux délivrer en formation. La première chose quand on veut se lancer sur un podcast, donc le choix de la thématique, je pense que c'est le plus important. Tout à fait. Donc il faut déjà être passionné et en même temps, on dit souvent en ce moment, donc il vaut mieux aller sur quelque chose de niche. Oui et non, on va dire. Oui. Disons qu'on a peut-être plus de chance, enfin... Bien sûr. On a plus de chance, ça c'est sûr, je te rejoins complètement. Et en même temps, si t'es pas passionné mais que t'es sur un sujet niche, ça va s'essouffler au bout de 5 minutes. Tout à fait. Et puis, bon, il y a beaucoup de Français qui écoutent des podcasts. Hein. Les stats sont oui, j'ai vu 12 incroyables. Millions, on a 12 millions voilà, ne cesse d'augmenter. C'est plus 13 points de pourcentage ces dernières années. Pour autant, des auditeurs réguliers, c'est encore moins de 30% des Français. On est à, je sais plus combien, là, les dernières stats du Paris Podcast Festival, je les ai plus en tête. Mais c'est encore peu de gens, finalement. Ouais. Aux États-Unis, c'est 1 Américain sur 2 qui écoute des podcasts régulièrement. Régulièrement, ça veut dire une fois par semaine. 1 Américain sur 2. Mais là, j'avais des stats. Un auditeur écoute en moyenne 4 podcasts par mois. Oui, tout à fait. Et le nombre écoutant de podcasts natifs a progressé de 48% en 2020. Donc, ça veut dire que c'est un média qui est en... Sur le podcast natif, ouais. Ouais, sur le podcast natif. Ouais, tout à fait. Donc, tu vois, c'est un média en plein essor. Donc, oui, il faut être sur un sujet de niche, c'est mieux parce que tu as plus de chances d'être repéré. Et en même temps, il faut surtout être sur un sujet qui te parle. Et si tu parles avec les tripes, si tu parles avec le cœur, ça se ressent. Ça va fonctionner. C'est parce que tu n'auras pas envie d'arrêter au bout de 5 minutes. Moi, malheureusement, j'ai changé d'hébergeur à plusieurs reprises et j'ai plus mes stats du début. J'aurais adoré voir pendant combien de temps j'ai fait mon podcast avec 50 personnes qui m'écoutaient tous les mois. Mais jamais ça a été un problème pour moi. Jamais. Dans ma tête, jamais ça m'a découragée. Parce que j'étais tellement nourrie, c'est hyper cheesy, mais j'étais tellement... c'était tellement intéressant et enrichissant les conversations que j'avais avec mes invités que je me disais, mais même si personne n'écoute, moi j'ai tellement grandi que c'est une chance. Vraiment, tu vois, et je continue de le penser en fait. C'est hyper égoïste. Mais c'est pas grave. Donc le choix de la thématique, donc vraiment être passionné, quitte à, même si on va sur une thématique qui est déjà pas mal existante sur le marché, il faut le faire avec son angle à soi. Tout à fait. En fait, à partir du moment où c'est toi, ça ressemblera pas. Si tu cherches à copier les autres, ça va pas marcher. Fonctionner. Tout à fait. Mais c'est comme pour tout. Hein. Tu fais un blog où tu copies les autres, ça fonctionne pas. Un compte Instagram, tu copies ce qui se fait, ça fonctionne pas non plus. Donc il faut que ce soit toi, ton ADN et tes motivations en fait. Donc du coup, une fois qu'on a choisi sa thématique, il y a le matériel, c'est important, mais aujourd'hui il y a pas mal de ressources quand même sur internet pour savoir comment enregistrer. Pas mal de ressources accessibles aussi gratuitement sur YouTube. Et sur YouTube, donc pour le matériel, pour l'hébergement, comment faire, etc. La deuxième chose, c'est le promouvoir, quoi. Donc comment on fait, quel conseil tu donnerais pour pouvoir promouvoir et avoir le plus d'auditeurs possible, toucher en tout cas le... Alors ça, c'est une bonne question, pas évidente, parce que ça dépend du podcast. Ouais. Si tu as un podcast à l'échelle locale, moi j'ai une copine qui s'appelle Julie qui a créé le podcast Alpine Mama. Elle a créé un podcast sur les mamans qui ont accouché dans le bassin alésien, c'est très spécifique. Du coup, tu le développes pas de la même façon que si tu crées un podcast consacré aux expats et donc partout à travers le monde. Tu vois ? Totalement, ouais. Donc il faut déjà, je pense, savoir à qui tu t'adresses et à qui tu veux t'adresser. C'est les principes de marketing de base. De base. Mais ton profil. Mais en fait, c'est vrai. Auditeur. Parce que si tu sais pas à qui tu t'adresses, tu sauras pas cerner. Et en fait, en fonction, si tu es sur un podcast B2B, t'as peut-être rien à faire sur Instagram. Peut-être que c'est LinkedIn où il faudra que tu ailles
pour promouvoir ton podcast, c'est des articles sur LinkedIn pertinents, des recherches, que tu veux approfondir ta pensée sur LinkedIn, que tu partages du contenu de tes invités, etc. Peut-être que ce sera le média qui va te faire exploser et faire grandir ton podcast. Je pense qu'il faut juste être au bon endroit et il faut s'écouter. J'ai une jeune femme qui a suivi Basilic Studio la première session. Elle, ce sera sur Facebook parce que c'est là qu'est son audience. Et bien tant mieux s'il y a encore des gens sur Facebook et que ça peut fonctionner comme ça. Il faut pas... je pense qu'il faut pas avoir d'a priori. Après, il y a 1001 façons de le développer. Ça peut être évidemment en recevant d'autres podcasteurs. Et donc tu t'adresses à l'audience aussi de ce podcasteur, donc forcément ça peut aider parce que tu te dis que le podcasteur ou la podcasteuse va peut-être relayer, partager l'info, le mettre sur son site et tout. Donc ça évidemment ça peut être sympa. Ça peut être aussi faire du cross-promo, donc des campagnes de promotion croisée avec d'autres podcasteurs et podcasteuses. Mais là encore, il va vraiment falloir choisir des personnes sur lesquelles tu peux t'appuyer et des personnes qui... Moi, c'est devenu des amis en fait. Ouais. Tu vois, je parlais de Maxime, c'est devenu un copain. Parce que, alors on parle que de podcast quand on se voit, mais c'est devenu un pote du podcast. Parce que c'est très solitaire le podcast. Ouais. Oui, c'est une solidarité entre podcasteurs. Ouais, comme ça on se dit que c'est génial, tu rencontres plein de monde, c'est super. Ouais. Mais t'es seul après. T'es seul pour faire ton montage, t'es seul pour préparer tes interviews, t'es seul pour diffuser, t'es seul pour faire tes choix d'hébergeur, t'es seul pour choisir la création de ton contenu. Alors à moins d'avoir une équipe, mais bravo si vous en avez une, c'est pas mon cas. Non, surtout quand on débute, là on est vraiment seul à tout faire et ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps et c'est compliqué aussi de savoir. Donc je pense que plutôt que d'essayer d'être présent partout, il vaut mieux être présent ou présente à un endroit ou deux, mais de manière qualitative. Tu vois, si c'est la newsletter qui t'anime, eh ben c'est la newsletter. Après, pour faire grandir ton podcast, tu peux aussi, dans ton introduction ou ton outro, mentionner les réseaux sociaux vers lesquels tu veux renvoyer tes auditeurs et tes auditrices, mentionner ta newsletter. Enfin, voilà, il y a plein de façons. Personnellement, j'en découvre tout le temps de nouvelles façons. J'essaye, c'est pour ça que tu vois, Basilic Studio c'est tout le temps différent. Là il y a une prochaine session en janvier, mais ce sera complètement différent de la précédente parce que ça évolue trop vite le podcast. Mais j'adore. Et toi, comment tu l'as construite ta communauté justement d'auditeurs assez fidèles? Sur quel réseau t'es allée? Je vois que t'es pas mal sur Insta. Ouais, je suis allée sur Insta pour plusieurs raisons. Assez naturellement parce que je me sentais à l'aise sur ce réseau social là. LinkedIn, j'étais assez impressionnée. Moi, j'ai un peu, je sais pas si ça existe, mais j'ai un peu une phobie de l'entreprise. J'ai jamais été salariée. Faire un CV m'angoisse absolument plus que tout. Genre, c'est vraiment une terreur pour moi. Je peux vomir avant d'aller à des entretiens d'embauche, tu vois, ce genre de truc, quoi. Ah oui, genre, d'accord, c'est vraiment une phobie. Ça me fait hyper flipper, quoi. Ouais. Ce qui est grave quand même, hein. Faudra quand même un jour consulter. Mais en attendant de consulter, je me sentais pas à l'aise sur LinkedIn. D'accord. Je me suis dit, à qui je vais parler? À tous les anciens juristes et avocats avec qui j'étais à la fac? Ils vont se moquer de moi ou ça va pas leur parler? Enfin. Puis ton audience n'était pas forcément dessus, je pense. À l'époque, non. Environnement. Aujourd'hui, peut-être aujourd'hui plus, je pense. Aujourd'hui plus, mais à l'époque, non. Et puis je me sentais bien sur Insta. Je voulais pas que ça me prenne de temps, tu vois. Très longtemps, en fait, moi, je me connectais à Insta 15 minutes par jour. Je postais un petit truc et basta, quoi. Ça a pas mal changé. Ça a pas mal changé, depuis... oui, parce que tu y es depuis 2017. Quand t'as lancé tout de suite, quand t'as lancé le podcast, t'as immédiatement lancé Insta. D'accord. Parce que depuis, là, c'est plus compliqué. Depuis, c'est plus compliqué. C'est pas la même chose. Et c'est pour ça aussi que j'ai tendance à, même s'il faut être sur Insta, j'ai tendance à dire, écoute, en fait, moi, je connais des super podcasts qui se développent grâce à LinkedIn, d'autres grâce à Twitter. Enfin, je prends beaucoup de distance par rapport à Instagram. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée par Justine qui travaille avec moi et qui est en alternance avec moi et qui gère Instagram. D'accord. Pour Basilic. Ce qui est un confort absolu parce que moi, les réseaux sociaux, j'aime bien, mais pas quand c'est récurrent, que c'est une contrainte et que voilà, j'aime bien juste y aller, faire des petites stories, rigoler, quoi. Donc voilà. Donc c'est faire grandir son podcast, ça prend du temps, ça c'est sûr. Mais il y a plein de façons. On peut rédiger un petit kit média, l'envoyer à la presse, l'envoyer... si on a un podcast qui s'adresse aux associations, l'envoyer à d'autres associations partenaires, tisser des liens, en fait. Je dirais que tisser des liens, c'est la clé, peu importe la façon dont on les tisse, mais que c'est le meilleur moyen. Et en parler, ne pas faire mon erreur.
de ne pas en parler. En parler vraiment. En parler vraiment autour de soi. Voilà. Et, comme tu dis, dire alors, tiens, écoute, je te le mets sur ton appli, laisse-moi un commentaire, laisse-moi un avis, soutiens-moi. Est-ce que ça marche vraiment? On se dit souvent dans le podcast, je le dis aussi, en intro et à la fin. Ouais, ça marche. Ouais. Merci de noter l'épisode, elle mettra un petit commentaire. Ça marche parce que déjà, un auditeur qui découvre ou une auditrice qui découvre pas par hasard ton podcast, si t'as pas de notes du tout, versus un autre podcast qui a quelques notes, il aura tendance à choisir le podcast celui qui a des notes, qui est mieux noté. Et ça marche aussi pour l'algorithme des plateformes où elles ont tendance, alors c'est pas une règle d'or, mais elles aiment bien quand les podcasts ont des références, etc. Donc ça marche, et puis c'est une bonne façon de soutenir les podcasteurs en fait, parce qu'on n'a pas d'autres moyens. Tout à fait, de soutenir les podcasteurs. Puis dans la promotion, il y a aussi l'invité qui joue un rôle derrière. Complètement. Donc, mais alors tu vois, moi j'ai jamais demandé à mes invités de partager. D'accord. Enfin, jamais directement. C'est-à-dire que au moment où tu vas le mettre en ligne, tu les préviens, tu leur fais un petit mail. Le jour où disant... l'épisode sort, je leur fais un petit mail. Je leur dis voici le lien pour l'écouter. J'espère que ça vous plaira. Et c'est tout en fait. Et en fait, naturellement, si ça leur a plu, ils le partagent, ils soutiennent, etc. Mais c'est vrai que mais après, ça me dérange pas du tout quand on me demande de partager. Enfin, c'est normal. En fait, moi, je le fais spontanément, donc je me pose pas la question, tu vois. Mais je les préviens. Mais alors. Souvent, je leur dis une date de diffusion, puis c'est jamais celle-là, parce que mon planning, il change 15 000 fois en attendant. Donc, je leur dis, ouais, ok, le 13 décembre, en fait, il sort le 23 janvier, tu vois. Ouais. Et je les ai pas prévenus, parce que j'ai oublié. Mais c'est pas grave, parce que eux, ils sont juste contents que l'épisode, il sorte, en fait. D'accord. Donc, voilà. Mais en général, ils jouent le jeu, c'est-à-dire qu'ils diffusent plus ou moins. Ça dépend. Ça dépend. Oui, ça dépend des invités, c'est vrai. C'est vrai. Il y en a qui le font, il y en a que d'autres. En général, plus l'invité a une certaine communauté, plus il est célèbre, plus tout ça, où tu te dis ah ouais cool, il va repartager. Ah, c'est pas là qu'il c'est pas là que t'attires. C'est vrai que j'ai constaté que plus les invités sont, on va dire, ils ont une certaine notoriété et moins ils partagent. Alors que c'est le contraire quand on a un petit peu moins de notoriété. Donc c'est pour ça que c'est pareil, pas se fier au nombre d'abonnés sur Insta. Faire des choses avec des podcasteurs qui sont à peu près au même niveau de développement que vous, ça aide beaucoup aussi à faire grandir son podcast. Moi j'aurais adoré rencontrer des copines podcasteuses au début où j'ai créé Basilic. En fait j'étais solo quoi, pendant 2 ans et demi, tu vois. C'est long. Du coup là je voulais venir après donc à la partie suivante, la partie monétisation. Du coup on a parlé un peu tout à l'heure, donc je pense qu'il y a 2 manières aujourd'hui de monétiser son podcast. On disait donc avec la publicité, sponsoring, partenariat, ou après je sais pas si en France ils sont vraiment prêts à payer les auditeurs, mais faire payer des auditeurs pour des épisodes. Je sais pas si toi t'en as vu aujourd'hui qui ont réussi à faire payer les auditeurs pour bien les sûr. Alors effectivement, c'est les 2 moyens principaux pour monétiser un podcast. La publicité, c'est assez... C'est classique. Classique et facile à comprendre, pardon, excuse-moi. La publicité, c'est assez facile et classique. Ça ressemble à la publicité sur la radio, sauf qu'on appelle ça une publicité off-street, donc c'est-à-dire que c'est le podcasteur ou la podcasteuse qui lit et qui incarne la pub. Donc moi... Dans mon cas, j'écris toutes les publicités et je les fais valider par les marques. Mais c'est vraiment moi qui les écris. La marque m'envoie simplement des mots-clés, des guidelines, mais jamais de la vie je lirai un script. Si la marque me demande de lire un script, je lui dis ciao, on ne travaillait pas ensemble et c'est pas grave. Et en plus, tu choisis des marques qui sont en cohérence aussi. Tout à fait. Ça, c'est super important, qui sont en cohérence avec la thématique de ton podcast. Complètement. Mais je peux le faire parce que sur l'année, il y a plus de périodes non monétisées que monétisées sur Basilic. Parce que c'est pas ma source de revenus principale. La monétisation, ça permet de rémunérer Justine qui est en alternance et les contrats d'alternance. C'est-à-dire que tu as combien de marques à peu près qui te contactent Ça dépend. Ça dépend des périodes. Ouais. Noël c'est chargé. Noël puis c'est après... chargé, j'imagine. Après c'est plus calme. Voilà. Mais si j'ai pas de sponsor pendant 1 mois ou 2, c'est pas grave. Je suis pas du tout à la course au sponsor. Ça ne te dérange pas de nous dire à peu près combien tu fais payer une marque pour un sponsor ? Ouais, ça dépend du nombre d'écoutes en fait. Moi je fonctionne au nombre d'écoutes, donc si la marque, mon CPM, ce qu'on appelle le CPM, à savoir le coût par 1000, c'est 65 €. D'accord. Ouais, mais ça dépend de combien de milliers d'écoutes la marque achète. J'ai fixé un minimum qui est à 6000 écoutes, donc 390 €, tout simplement parce que
parce que je peux le faire et puis parce que c'est du boulot quand même de travailler avec les marques, de rédiger, d'écrire le script. Voilà, il y a des allers-retours, etc. Et que en deçà, c'est peut-être un peu trop peu. Parce que aussi, moi, maintenant, ça fonctionne... C'est un peu les prix que j'ai entendus sur le marché. On est aux alentours des 60 jusqu'à 80 €, je crois. Entre 60 et 80. Les premiers sponsors que j'ai fait, c'était 80. Ça a changé. Ouais. C'est plutôt 65 chez moi, mais après, ça dépend. Je parle pas du tout au nom de tous les podcasteurs. Oui, ça dépend. Et donc, du coup, oui. Et la deuxième... Moi, l'abonnement, c'est un bon moyen. Les Français sont pas encore prêts, je pense, vraiment, à payer. Après, ça peut l'être si tu fais un format directement payant. D'accord. Comme le podcast La Dose, par exemple, de Binge, qui est accessible. Tu payes tous les mois et tu as une newsletter et un podcast. Du coup, tu n'as jamais proposé la version gratuite. Moi, aujourd'hui, ce serait très difficile de faire marche arrière. 4 ans de contenu gratuit. Ouais. Comment expliquer ? Alors là, non, finalement, ce sera 5 € par mois. Ouais. C'est compliqué. Même si 5 € en soi, pour 4 épisodes par semaine et le temps de travail que ça représente, c'est pas beaucoup. C'est pas grand-chose, ouais. Mais ce serait compliqué. Tu vois, je sais, au Paris Podcast Festival, j'ai assisté à la conférence sur la monétisation et son nom m'échappe, mais celui qui a créé Le Son du Désir, qui est un podcast érotique, est passé en podcast payant sur abonnement. Ouais. Il a perdu les 2/3 de son audience. Ah oui, quand même. Bon, après, c'est un grand podcast. C'est un gros podcast, et... donc du coup, c'est voilà. C'était un pari, etc. Mais bon, c'est quand même beaucoup. Moi, je ferais pas ça. D'accord. Ce serait compliqué après. Et donc, voilà. Il faut le savoir. Mais après, je pense que sur des secteurs assez niches, notamment l'érotisme, ça fonctionne bien, le payant. D'accord. Que les gens sont plus enclins à payer. Ça dépend des sujets que tu traites, en fait. Ouais. Ça dépend de ta thématique. Mais c'est une bonne option à explorer. Qu'est-ce qui, selon toi, fait un bon podcast ? On dit souvent la qualité du contenu. C'est compliqué comme réponse. C'est compliqué d'y apporter une réponse. Qu'est-ce qui fait un bon podcast ? Plein de choses. C'est un peu... qu'est-ce qui fait une bonne potion magique, quoi ? Tous les ingrédients que tu mets. Pour moi, un bon podcast, c'est... un ou une hôte qui sait rebondir, interagir. Si c'est plat, ça m'ennuie et j'ai pas envie d'écouter. C'est un podcast qui est cohérent. C'est un podcast qui peut être drôle aussi parfois. Enfin, ça dépend. Ça dépend de quel type de podcast. Mais ce qui est sûr, je pense qu'à chaque fois, c'est que c'est un podcast qui est fait avec amour, quoi. Sinon, qui est fait avec amour. Ouais. Sinon. Avec la passion, comme tu disais tout à l'heure. Sinon, ça marche pas. Ouais. Pour moi, en tout cas. D'accord. Maintenant, je voudrais que tu nous parles de Basilic Lab, du coup. Parce qu'on a parlé de Basilic Studio. Basilic Lab, tu l'as créé à quel moment ? Alors, Basilic Lab, c'est une agence de production de podcasts. C'est-à-dire que je produis des podcasts de marque. Je travaille pas seule sur ce projet. Enfin, je suis seule à gérer avec les clients, etc. Je suis accompagnée d'ingé son pour le mix, etc. Parce que c'est beaucoup de boulot. Et que j'ai pas envie de bâcler le travail, etc. Donc voilà, c'est assez... je travaille main dans la main avec 2 ingé sons. Et Basilic Lab, je l'ai créé avant de créer Basilic Studio, en fait. C'est assez naturellement, je me suis dit, proposer la création de podcasts en marque blanche, ce sera assez cohérent. Moi, ça m'intéresse toujours dans le domaine de l'écologie, etc. Parce que sinon, je vais pas être intéressée. Et en fait, il se trouve que dans la foulée, j'ai été contactée par le ministère de la Transition écologique pour créer une série de podcasts pour eux. D'accord. De 4 épisodes. C'était très last minute, etc. Mais c'était chouette comme opportunité. Ouais. Donc j'ai fait ça. Et ça m'a mis un pied à l'étrier. Et depuis, j'ai produit 3. Et là, je suis en train de produire le 4e podcast. 2 marques. Certains juste sur un temps très court. D'autres pour vraiment dans la durée. Là, ça va faire 9 mois que je produis le podcast du magazine Vert Magazine, qui est un magazine de jardinage urbain. Tu vois, c'est une collaboration sur le long terme. On a 2 épisodes par mois, c'est récurrent, etc. Là, je travaille sur un podcast qui sortira le 6 décembre pour une astrologue chamane qui est basée à Annecy. Enfin, voilà, c'est assez éclectique et c'est un aspect de mon boulot que j'adore et que j'ai vraiment envie de développer en 2022. Donc, c'est l'objectif. Mais
c'est difficile. Il y a des très gros studios qui proposent ça. Donc, la concurrence, elle est compliquée. Enfin, concurrence, c'est le terme. Je me sens pas forcément en concurrence avec eux. Il y a de la place pour tout le monde, je pense. Mais voilà. Et puis moi, comme je te disais, j'ai un peu peur des entreprises. Je maîtrise pas trop le domaine de l'entreprise. Et donc, c'est compliqué pour moi. Je sais pas tout à fait comment les approcher. Je sais pas bien me vendre, je crois, en fait. Et tous les projets que j'ai eus, c'est des projets qui sont venus à moi pour l'instant. D'accord. Donc voilà. Mais c'est la résolution de 2022. Ça ira. C'est de vendre. Me vendre. J'essaie de pas vendre mon âme au diable. Je vais juste essayer de vendre mon projet de prod. Non, mais j'aimerais bien, J'aimerais bien développer cet aspect-là. Je trouve ça hyper intéressant. Je trouve que c'est un outil de communication pour les marques qui, franchement, en 2021 ou 2022, si t'as pas de podcast pour ta marque, je parle pas d'avoir une série de podcasts avec des milliers d'épisodes, mais au moins un sur lequel, qui est un outil de communication. Je pense que c'est indispensable, quoi. Vraiment. D'accord. Donc donc c'est des marques qui te contactent et tu les accompagnes vraiment dans la prod. Dans la production. Dans toute la prod, mais c'est vraiment de la réflexion, de la stratégie jusqu'à la diffusion, quoi. D'accord. OK. Ah, c'est intéressant ça. Hein. C'est hyper intéressant. Ça te fait voir quand même pas mal de sujets différents. Et c'est hyper intéressant. Après ça, je peux pas en avoir non plus des tonnes. Oui. Parce que je ça reste prend du juste temps aussi. Jeanne toute seule. Ouais, ça prend du temps, ouais. Mais c'est passionnant et je suis sûre qu'il y a encore plein de choses à faire, plein de choses qu'on n'a même pas imaginées, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui m'intéresse. Comment tu vois le futur du podcast Du podcast en général. En général, ouais. Et le tien aussi. Parce qu'après, je te demanderai quels sont tes défis pour 2022. J'ai déjà partiellement répondu, alors. Comment je vois le futur du podcast Moi, je suis persuadée que c'est un média en plein essor. Que, comme je le disais, on en a vu que les prémices, vraiment. Je pense pas qu'il y ait trop de podcasts sur le marché. Je pense pas que on ait tout imaginé pour le podcast, mais pas du tout. À mon avis, dans 5 ans, ce sera encore différent. Et vraiment, je suis convaincue de ça. Je trouve que les statistiques nous le prouvent, que quand aux US, on sait qu'un Américain sur 2 au-dessus de 12 ans écoute des podcasts régulièrement, c'est énorme. On en est très loin en France. On est quand même 66 millions, donc peut-être 67 même, je sais pas. Mais donc on peut aller plus loin, on peut aller plus haut, on peut viser grand. Et ce que j'aime avec le podcast, c'est que beaucoup de femmes se sont emparées de ce média. Oui. Et ça n'a pas de prix. C'est vrai. C'est non, mais parce qu'en fait, il y avait de la place pour les femmes ici. Ouais, sur le podcast. Ailleurs, il n'y a pas de place ou très peu. Ouais. Donc, il y a de la place pour tout le monde, en fait, dans le podcast. Il y a de la place pour toutes les personnes, pour tous les milieux, tous les sujets, peu importe ton profil. Et moi, je rêve d'un... Voilà, là, pour l'instant, les gens qui écoutent des podcasts, c'est encore des gens CSP+, dans leur vie urbaine, etc. Mais que ça se démocratise, j'en rêve. Et je sais que sûrement que moi, les sujets que j'aborde au micro de Basique parleront pas à tout le monde. Donc justement, on a besoin d'autres podcasts qui aillent chercher d'autres publics, parce que moi, je peux pas. Il y a des sujets qui ne m'intéressent pas et qui intéressent d'autres gens, et on a besoin de podcasts sur ces sujets-là. Donc, tu vois, c'est à un moment avec YouTube, on disait il y a trop de YouTubeurs. Bah non, c'est faux en fait. Lena Situation, elle est arrivée il y a 4 ans et elle tue le game, comme disent les jeunes. Non, mais tu vois, elle a 3 millions d'abonnés sur Insta et pareil sur YouTube, et c'est devenu la reine de YouTube. Donc il y a toujours de la place en fait. Il y a de la place en fait. Et puis moi, j'aime pas ces trucs de place. De la place par rapport à qui, à quoi en fait. Tu te compares à qui? Bah, personne. C'est ton podcast, c'est toi face à ton micro et à ton enregistreur. Donc alors je sais, c'est hyper idéaliste. Mon copain, il me dit non mais t'es trop rêveuse et tout, mais c'est pas grave. C'est pas grave. T'as raison. Voilà, moi je crois que le podcast a de beaux jours devant lui, et si vous avez envie de vous lancer, lancez-vous quoi. Lancez-vous, lancez votre podcast, allez-y. Et écrivez-nous pour nous dire que vous l'avez fait et qu'on puisse l'écouter, et parlez-en autour de vous. Vraiment, ça c'est mes conseils. Et après, mes projets pour 2022, bah voilà, me vendre, me poser aussi un peu, parce que c'est assez intense la création d'entreprise, etc., d'être à plein temps sur le projet. J'aimerais aussi prendre juste un tout petit peu le temps de réfléchir, de voir un peu ce que je peux faire, comment aller plus loin avec Basilic.
Donc voilà, ça fait partie des objectifs, créer plus de podcasts pour des marques, pour des entreprises, faire de la prod, ça j'aime bien. Et Basilic Studio, peut-être, je sais pas encore, faire en sorte que ce soit une formation finançable avec le CPF, ce serait chouette. Mais c'est pas encore fait, mais peut-être. On verra. Plein de projets pour l'année qui arrive. Écoute, comme ça on s'ennuie pas. Voilà, on s'ennuie pas, exactement. Et toujours plein de rencontres aussi. Oui, j'espère. Et très bien, merci. J'ai encore quelques petites questions pour toi. Est-ce que tu peux nous citer une femme dans le paysage entrepreneurial qui t'inspire ? Alors, dans le paysage entrepreneurial, il y en a plein. Il y en a plein qui m'inspirent. Et J'en ai interviewé pas mal. J'en ai interviewé plein. Mais je vais citer celle qui m'inspirera, je pense, pour tout le reste de ma vie et que je cite à chaque fois. Laetitia de l'Amazona, donc Laetitia Van de Waal, qui a créé l'Amazona. On était 2 dans un bureau de 13 mètres carrés à Montreuil. C'était en 2014. Aujourd'hui, ils sont 75 dans la Drôme. Ouais. Elle a créé un écolieu qui vont devenir les éco-bureaux, avec un jardin en permaculture pour alimenter le restaurant d'entreprise, une micro-crèche zéro déchet. Voilà. Je savais pas tout ça. Je pense que si on peut s'inspirer, c'est bien d'elle. C'est une femme qui a une vision, même quand j'étais en stage, qu'on était toutes les deux, qu'elle se payait pas et que c'était compliqué pour me payer. Elle me disait, elle m'a toujours payé, je le précise, avant qu'on ait des balances ta start-up sur des fondements complètement erronés. Mais que voilà, c'était une jeune entreprise. Elle me disait, tu sais Jeanne, si un jour j'ai des salariés, on aura un jardin, on fera pousser nos légumes et ils auront 1 heure de sport, 1 heure pour prendre du temps pour eux, pour faire du sport, etc. Alors, je sais pas si ils ont tenté la semaine de 4 jours, ça n'a pas abouti, mais je sais qu'ils travaillent pas le vendredi après-midi ou ils quittent l'entreprise plus tôt. Ouais. Personne ne fait des horaires complètement démentiels. Et en fait, c'est peut-être juste ça la vie, quoi. Ouais. C'est peut-être juste de ralentir. Elle a tout quitté à Paris pour aller s'installer dans la Drôme. Ils sont 13, je crois, ou 14 à l'avoir suivie. À quitter Paris pour la suivre. Pour la suivre, ouais, quand même. Hein. C'est quand même beaucoup. C'est très fidèle à la marque et à l'état d'esprit, en fait. Je pense qu'on peut s'inspirer de Laetitia. On a le droit de pas être d'accord avec tout ce qu'elle fait, mais on peut s'inspirer. Ouais. Est-ce que tu as une maxime qui t'accompagne ? Mon grand-père qui a mené une vie d'ouvrier, a travaillé dans les mines et a gravi les échelons petit à petit, sans jamais arriver très haut, mais à arriver à un poste bien loin des mines, me disait tout le temps, quand on veut, on peut. Ça m'anime beaucoup, mais très honnêtement, ça m'anime parce que je sais aussi d'où je viens, sans venir d'une famille aisée, mais je viens pas non plus d'une famille pour qui c'est très très compliqué. Et donc quand je veux, je peux effectivement. Parce que ma mère, qui nous a élevés, est assez alerte de tout ce qui se passe, me soutient, que c'est pas un sujet, qu'on a pu parler d'écologie à la maison parce que c'était une de nos priorités. Donc voilà, je pense qu'on fait partie des classes moyennes où c'est faisable. Je sais pas, aujourd'hui en France, si quand on veut, on peut vraiment, quand on habite en banlieue, qu'on n'a pas les mêmes chances que tout le monde. Alors oui, il y en a qui s'en sortent, mais plus je vois les inégalités grandir dans ce pays et plus j'ai mal au cœur, quoi, vraiment. Donc je pense que cette maxime de mon grand-père, elle était valable quand lui est né, tu vois, en 1936. Ouais. Et oui, lui qui venait de nulle part, il s'en est sorti et il a réussi à accomplir de belles choses. Très franchement, j'aimerais croire que c'est la même chose aujourd'hui, mais je suis pas sûre. Ouais. Donc voilà. Mais moi, ça continue de m'habiter, et puis je pense à mon grand-père quand il me le dit et quand il me le disait, et voilà, forcément pour moi ça restera la phrase qui m'accompagnera toute ma vie, mais j'ai conscience de ce qu'elle implique pour d'autres et je sais, voilà, que pour moi ça marche, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Donc c'est pas vraiment une phrase que j'ai envie que tout le monde se répète. D'accord. Merci pour ces mots. En tout cas, c'est sûr que c'est un peu moins facile, on va dire, aujourd'hui, malheureusement. Voilà. Et le monde du podcast n'échappe pas à la règle et très franchement, alors évidemment, moi j'ai créé une formation et j'essaie de la rendre la plus inclusive possible.
ça a un coût parce que c'est compliqué et qu'il faut aussi en vivre, etc. Mais quand je vois des formations sur le marché qui proposent quasiment la même chose, qui sont vendues à 1 500 ou 2 000 euros, je me dis, mais dans quelle mesure on va démocratiser le podcast ? Enfin, il y a un moment, c'est pas possible, quoi. Donc voilà, donc si jamais vous voulez lancer votre podcast et que c'est compliqué, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je réponds toujours aux questions sur Insta ou LinkedIn, ou plutôt Insta parce que LinkedIn c'est pas top en ce moment, mais venez sur Insta me parler et je vous répondrai. D'accord. Est-ce que tu as un livre, ou peut-être un podcast ou documentaire à nous recommander ? Eh ben écoute, un livre, en ce moment je suis en train de lire le roman graphique Résister de Jeanne Burgard. Je sais pas si tu vas m'entendre. C'est un peu fort derrière, mais... qui est sur l'écoféminisme, la résilience, etc., qui est très bien. Donc c'est celui que je lis en ce moment et voilà, le sujet de l'écoféminisme m'intéresse grandement. Les sujets féministes à la base, mais cette lutte en fait et ce lien qui existe entre écologie et féminisme, il est très intéressant à explorer et j'invite vraiment tous les auditeurs et les auditrices qui peut-être l'ignorent à se renseigner sur le sujet parce que c'est passionnant. Ah oui. Jeanne passera bientôt au micro de Basilic, donc si jamais l'épisode est sorti d'ici là, je te le dirai. Ah oui, ça m'intéresse, ouais. Mais voilà, donc en ce moment c'est quoi, ça. Exactement l'écoféminisme ? Bah c'est en fait comment ces luttes sont mêlées et entremêlées, c'est comment la société patriarcale dans laquelle on a grandi a à la fois opprimé les femmes et détruit l'environnement sous couvert du capitalisme effréné. Donc voilà, c'est ça en gros. C'est pas par hasard qu'aujourd'hui il y a beaucoup de femmes qui se lancent justement sur des projets environnementaux, écologiques. Ça fait le lien avec tout ça. Exactement. Merci beaucoup Jeanne. Merci si Fatima, on veut c'était t'écrire, super. on te retrouve où? Si on veut t'écrire? Ah bah sur Insta, Basilic Podcast. Tu pourras mettre le lien dans la barre de description, mais sur Instagram. Je mettrai le lien. Et merci beaucoup, c'était très très chouette. Et puis longue vie au podcast. Bah merci, longue vie à Basilic aussi. Merci. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter l'épisode sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée et à laisser un commentaire. Et au cas où vous ne le sauriez pas, je vous invite à vous abonner à la newsletter de New Woman Boss. Vous la trouverez sur le site newwomanboss.fr pour rester au courant des prochaines sorties, prochains épisodes et des actualités dans le domaine du business. Je vous remercie, à très vite pour le prochain épisode.